Alors c'est notre dernier débat avant la conclusion et la signature du protocole. Comment organiser en fait la solidarité alimentaire en liaison avec la lutte contre le gaspillage? Alors ce sont deux sujets très différents, hein. Guillaume Baps, on l'a dit d'ailleurs dans le bouquin avec votre interview, mais ils peuvent aussi de temps en temps quand même se rencontrer, on va le voir, et donc en discuter avec deux exemples. Guillaume Baps, Alexandre Jardin a tellement parlé de vous que je ne sais même pas si c'est la peine de vous présenter, mais je dirais quand même que vous êtes directeur de l'Association nationale de développement des épiceries solidaires que vous avez fondée. Julien Mémon, fondateur, vous êtes directeur exécutif de l'association Le Chaînon Manquant. Alors avant de débattre de la question qui nous intéresse, rapidement, Julien Mémon, vous récupérez, vous redistribuez. Alors c'est original parce que vous travaillez lors de manifestations sportives ou d'événements divers. Exemple, le dernier en date, et on va prendre celui-là, Roland Garros. Qu'avez-vous fait lors du dernier tournoi? Prenez un micro. 1-1. Oui, on a renvoyé la balle. Oui, non, c'était juste avant d'expliquer ce qu'on a fait. Ça marche plus, si ça marche. Ce qu'on a fait à Roland Garros. Tout à l'heure, on parlait de la logique de plaisir, la logique de désir. Nous, on est vraiment dans la logique de nécessité. Il y a beaucoup de gens en France qui ne mangent pas à leur faim. Il y avait une équation à résoudre pour nous qui était prioritaire, qui était comment on fait dans cette société de consommation qui produit beaucoup, qui appelle aussi les gens à consommer plus, qui aussi pousse d'une certaine manière nous, y compris moi personnellement dans mon frigo, à gaspiller. Comment on fait pour utiliser les surplus qui sont disponibles et les mettre au profit de gens qui en ont vraiment besoin et de ceux qui en ont le plus besoin. Et c'était ça l'équation initiale du chaînon manquant. C'est ce qu'on a testé, ce qu'on a réussi à l'occasion de Roland Garros. Donc je viens à cet exemple. Roland Garros, c'était un peu ce qu'on avait dit aux organisateurs. Tout le monde connaît, personne n'y va. Évidemment qu'on suit tous Roland Garros, mais tout le monde n'a pas la chance d'aller sur place et d'aller suivre les matchs de tennis. Ça représente quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont sur place et qui évidemment consomment sur place, mangent sur place, et c'est très bien. Il y a beaucoup de traiteurs, il y a beaucoup de groupes de l'alimentation qui, sur place, produisent des repas. Et nous, notre idée, c'était d'aller les récupérer chaque jour pour aller les redistribuer à des gens qui en ont besoin, donc aux plus démunis, en passant par des grandes associations que vous connaissez, les Restos du Cœur, qui sont juste à côté d'ici, Aurore, la Pain, et puis de petites associations que personne ne connaît. Ah, voilà, qui marche mieux. Celui-là, il marche mieux. Voilà. Oui, parce que ça a coupé un petit peu. Pardon. J'ai pas besoin de recommencer. Je ne recommence pas. Tout va bien. Et donc, l'idée, c'était d'aller donner ça à des gens qui en ont vraiment besoin. Et en une quinzaine de jours, on a distribué près de, je crois, 14 000 repas à partir des surplus alimentaires, c'est-à-dire à partir de ce qui aurait dû finir à la poubelle. Alors, ça a plusieurs vertus. Une des vertus, c'est que évidemment les gens qui n'avaient pas à manger, ils trouvent un complément de repas. Je ne dis pas qu'on produit des repas équilibrés, parfaits, avec une entrée, un plat, un dessert, mais il se trouve qu'on a récupéré des entrées, des plats ou des sandwichs, du fromage de très très bonne qualité, des boissons, des desserts. On a récupéré tout ce qu'il peut y avoir dans des repas, et que c'est aller donc à des personnes qui soit ont passé la nuit dehors, soit pour certaines qui vivent dans des appartements et qui n'ont pas les moyens de se fabriquer un repas comme nous, sans doute, ici dans cette salle et à cette tribune, nous avons l'occasion de le faire. Donc c'était vraiment faire le lien entre la production, la surproduction, les surplus alimentaires qui sont disponibles et qui vont finir à la poubelle si on n'intervient pas, et les gens qui en ont besoin. On a fait ce pari-là, on l'a mené à bien grâce à des bénévoles, parce que c'est une structure qui fonctionne avec des bénévoles. Il y a l'idée d'un réseau citoyen derrière tout ça, et on a prouvé que c'était faisable. On a montré l'exemple en se disant, si on arrive à prouver l'exemple pendant 15 jours, et puis on a jeté les bases de la fondation d'un système sur le plus long terme, on va pouvoir le mener à bien à plus long terme. Bénévole, c'est quelque chose de très important pour vous, hein. Vous souhaitez le demeurer bénévole, hein. Vous ne voulez pas créer une société, par exemple, mais même si on peut en faire dans certains secteurs, hein. C'est extrêmement important aujourd'hui, puisqu'on est au début du mois de novembre, et c'est l'ouverture du mois de l'économie sociale et solidaire en France. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui se caractérise, de mon point de vue, et du point de vue d'autres, par l'idée qu'on crée un service qui n'est pourvu ni par le public ni par le privé, et dont la logique principale n'est pas de faire du profit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du profit et qu'il ne faut pas avoir des comptes positifs, y compris dans une association. Ça veut dire que ce qui nous conduit à agir, puisque comme les bons zèbres dont on a parlé tout à l'heure, Guillaume en particulier, ce qui nous conduit à agir, c'est de remplir une mission ou de rendre un service
qui n'existait pas et qui n'existe pas ni dans le marché ni du côté des collectivités publiques. Donc c'est un point assez important. C'est pas la logique de lucrativité, c'est pas la recherche de profit qui nous pousse à créer ce type de service. Oui, vous travaillez tous à côté, vous êtes 100% bénévole. C'est un réseau de bénévoles, mais c'est un réseau aussi qui a contribué à créer de l'emploi, parce qu'il faut, il faut des gens pour mener à bien cette logistique notamment, et transporter les aliments d'un endroit à un autre. Donc on a créé des emplois, notamment des emplois de conducteurs, pour pouvoir aller d'un endroit à un autre. Et tant qu'à faire, si on prend des conducteurs, ben nous, le conducteur qu'on a recruté, on a recruté quelqu'un qui était issu de l'insertion, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans une longue période de chômage, ou RSA depuis longtemps, qui avait travaillé dans le milieu de la restauration, parce que on travaille avec des professionnels de l'alimentation, donc il nous faut des gens qui sont formés à ces pratiques, et on a recruté quelqu'un qui avait vraiment besoin de cet emploi. Donc, c'est une logique non lucrative au sens où moi je suis bénévole comme tout l'encadrement de l'association. C'est important parce qu'il y a aussi des sociétés qui peuvent proposer de faire du profit sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. L'idée, c'était que pour autant, alors même qu'on ne fait pas de profit au sens strict du terme et qu'on ne le recherche pas, l'idée c'est de produire de la richesse et notamment de créer de l'emploi. On est dans un pays qui en a besoin. Alors on va reparler tout à l'heure de la manière dont vous avez évolué depuis notamment Roland-Garros, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Guillaume Babs, donc autre exemple de gaspillage et de solidarité. Alors je précise, les épiceries solidaires, vous avez ouvert la première en 96 à Nevers, en 2000 naissance de l'Andes, l'association, et puis aujourd'hui 340 épicerie, donc c'est une progression quand même assez fulgurante, assez impressionnante. D'abord, le principe simplement, Guillaume Babs, des épiceries solidaires. Bonjour, alors moi je crois que je me suis fait tailler un short par mon ami Zeb en chef. Donc, un joli short. Un joli short. Un très joli short. Moi j'ai un très beau métier, je suis marieur et à la fois j'ai une autre mission que vous connaissez. Il y a un philosophe que vous connaissez qui est parfois belge, parfois suisse et uniquement pour des raisons de climat. Et il chante aussi de temps en temps et il dit il faut donner envie d'avoir envie. Voilà. Donc moi mon boulot c'est de donner envie d'avoir envie. Alors pourquoi je suis marieur? Parce que par exemple on est la première ONG en Europe, et peut-être dans le monde, mais en tout cas en Europe c'est sûr, qui vient de créer un produit pour la grande distribution. Et donc depuis 15 jours, vous pouvez acheter chez Monoprix des soupes qui sont fabriquées par notre tueur. Et donc c'est une première. Oui, le potager de Marianne, on va en reparler, on va dire comment ça fonctionne. La deuxième chose, donner envie, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je me suis attelé à une problématique. Alors j'ai l'impression d'être un dinosaure ici. Je suis un zèbre dinosaure, puisque moi j'ai commencé à travailler sur le gaspillage alimentaire il y a 8 ans. Personne n'en parlait. C'était évidemment pas un sujet ni gouvernemental, ni médiatique, ni quoi que ce soit. Mais j'avais croisé une étude portée par Abena, qui était publiée par l'INSERM, l'Institut de veille sanitaire, et qui disait que seul 1,2% des gens qui vont à l'aide alimentaire, quelle que soit la forme d'aide alimentaire, s'inscrivent dans les fameuses portions de 5 fruits et légumes par jour. Alors pourquoi? C'est pas parce que les gens n'ont pas envie, c'est pas parce qu'ils ne savent pas cuisiner, c'est pas parce que... C'est essentiellement d'abord parce que l'aide alimentaire ne leur fournit pas de fruits et légumes. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus simple pour une association de stocker des boîtes de conserve, des sodas, des cacahuètes, que de stocker une poire, parce qu'au bout de 3 jours, elle a tendance à se négliger. Donc ça, c'est la première chose qui nous a conduite. Et surtout parce que derrière ça, c'est, excusez-moi, un putain de problème de santé publique qui va nous péter à la gueule. C'est-à-dire que l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les problèmes d'yeux, tout ça sont évidemment liés à notre alimentation, au manque de fruits et légumes. Et ça va nous coûter très cher sur notre société dans les 20-30 années qui vont suivre. Donc ça, c'est le premier sujet sur lequel je me suis attelé. Et c'est comme ça qu'on a créé avec la Cemaris, qui est la société d'économie mixte qui gère Rungis, cet atelier de fruits et légumes qui s'appelle le potager de Marianne, que vous avez vu partout. On vient d'être primé premier prix de la finance solidaire lundi, là, vous l'avez vu à France 3. Voilà, c'est un atelier qui récupère des fruits et légumes tous les jours. Ces fameux fruits et légumes dont on parlait avec Dorothée tout à l'heure, elle vous expliquait ce fenouil frisé, ces erreurs de commande, de logistique, qui emploient des gens, qui leur réapprend une activité économique et professionnelle, de trier des fruits et légumes, de les livrer, le même métier que le e-commerce, et livre l'ensemble des associations d'Île-de-France, que ce soit les Restos du Cœur, les banques alimentaires, et à 32% les épiceries solidaires, parce qu'évidemment, on va aussi œuvrer pour notre réseau. Voilà, donc ça a un impact évidemment en termes économiques, parce que les grossistes sont exonérés de la taxe de destruction, parce que du coup ils nous donnent. Ça a un retour à l'emploi, puisque je crois qu'on a le meilleur taux de France de retour à l'emploi. On est à Rungis cette année, pour le moment, on est à 100% de retour à l'emploi. Donc ça, je vous défie de faire mieux. Et voilà. Et puis, ça permet de faire consommer des fruits et légumes. Éric Birlouez, qui est alors j'ai plein d'amis ici dans cette salle. Éric Birlouez, qui est un ami de longue date. On a travaillé ensemble sur l'évaluation et on a montré. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Alors, mais je reprends ses propos. On a multiplié la consommation des fruits par 2, des légumes par 30%.
D'abord parce qu'on offrait, on permettait d'avoir accès, et deuxièmement parce qu'on fait tout un travail d'éducation à travers des ateliers qu'on appelle la compagnie des gourmands, et qui sont non pas des ateliers de cuisine, c'est-à-dire au sens de je vais te dire ce qu'il faut que tu manges ou comment il faut faire, mais effectivement un principe beaucoup plus participatif, madame, de dire comment tu fais toi, comment je fais toi, et redonner envie d'avoir envie. C'est bien ça le propos. Alors, une épicerie solidaire, donc voilà, c'est un lieu qui accueille des gens en précarité. Tout ça pour dire ça, là, j'ai fait des petits chemins. Ce sont des lieux où sont accueillis des gens qui sont en précarité économique, qui sont orientés par les travailleurs sociaux des villes, des départements, qui vont faire leurs courses, qui vont choisir quelque chose qui ressemble à un magasin. Ils vont faire leurs courses et ils vont payer 20% du prix. Alors, 20% du prix n'est évidemment pas dans un but capitalistique, vous l'imaginez bien. C'est simplement un principe de réciprocité. C'est ce qu'avait travaillé Marcel Mauss, le don et le contre-don. Monsieur le Président, vous allez m'inviter à dîner ce soir. Vous ne savez pas encore, mais c'est fait. J'aurai évidemment à cœur de vous réinviter pour que nous soyons dans une quitte dans cette dette morale où il n'y en a pas un qui sentira inférieur à l'autre. Donc la participation financière, elle est bien là. Et puis l'autre impact, c'est que les 80% d'économie, puisqu'ils ne payent que 20%, les 80% d'économie leur permet de l'injecter dans un micro-projet personnel, qui est de reprendre le paiement du loyer, quelque chose de réparateur, ou au contraire quelque chose de plaisir, préparer des vacances, repeindre l'appartement, acheter de la layette, peu importe. Alors, la progression, j'en parlais tout à l'heure, Julien Mémon, vous vous êtes bien développé, et notamment en pérennisant un certain nombre de choses. C'est plus simplement du coup par coup, mais il y a une activité permanente maintenant. Oui, c'était un petit peu le résultat aussi du travail qu'on a mené avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire la mairie de Paris qui nous soutient, qui nous appuie, y compris financièrement, avec la région Île-de-France, avec le ministère de l'Agroalimentaire, avec Guillaume Garot, qui est maintenant parlementaire en mission, mais qui était ministre et qui a vraiment pris à bras-le-corps cette question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Qui a lancé le pacte national, oui. Tout à fait, absolument. Et l'idée, c'était de créer les conditions d'un système qui soit un système pérenne. Parce que si on fait juste un coup de temps en temps, tel événement, tiens, on vient récupérer Roland Garros ou autre, parce qu'on a fait d'autres événements, on a fait la Coupe Davis, on a fait d'autres événements culturels ou sportifs de grande ampleur. On médiatise pas forcément les choses, on communique pas forcément là-dessus, mais on le fait, c'est-à-dire qu'on va récupérer les restes et puis on va les distribuer, les restes ou les surplus, et on va les redistribuer immédiatement. L'idée, c'était quand même de sortir de ce travail par à-coup, en quelque sorte, et de mettre en place les conditions d'un système pérenne. Pour deux raisons, c'est que la première, il y a des gens qui en ont besoin. La deuxième, c'est qu'il y a des professionnels chez les traiteurs-restaurateurs, dans la grande distribution, dans l'agroalimentaire, qui sont prêts à donner. Finalement, les seules personnes qu'on ne touche pas à nous, c'est les particuliers, chacun dans son frigo qui gère. Et il y a quantité de choses à faire, on ne fait pas de sensibilisation à ça, mais on considère que l'action qu'on mène peut permettre de développer un petit peu le système. Donc pour mettre en place ce système pérenne, on a travaillé avec les pouvoirs publics et appuyé par les pouvoirs publics, en lien avec les associations, on a mis en place les conditions d'un système permanent. Et donc on a mis en place un système permanent. Alors ça a été compliqué, comme dans chaque montage de projet que tout le monde connaît bien ici. Et moi, on n'est même pas des bébés zèbres à côté de Guillaume. On est juste une initiative et puis on essaye de la faire connaître. On est content de ce qu'on a fait. Toutes les espèces de zèbres sont importantes, absolument, de la plus petite absolument. à la plus grosse. Et voilà, l'important, c'est aussi de prendre du plaisir à entreprendre, à essayer de faire ça, parce qu'on a l'impression que c'est utile. Tu parlais du don et du contre-don. Les bénévoles qui vont donner un coup de main, qui vont distribuer à des gens qui en ont besoin, leur contre-don, c'est ce qu'ils voient le jour où ils sont allés redistribuer chez les gens qui en ont besoin. Ils voient que c'est utile, que ce qu'ils ont fait est utile, et c'est extrêmement important pour nous, parce que c'est aussi une manière citoyenne de voir la société, de voir la jeunesse, de donner à des gens la possibilité d'être citoyens. Et parfois, ils ne le trouvent pas forcément immédiatement. Et on propose un des projets, il y en a plein d'autres. Et il y a des gens qui font plein d'autres choses et qui se sentent citoyens. Mais en tout cas, nous, ça fonctionne et on se développe à la fois du côté des bénévoles et puis du côté des professionnels, du côté des associations avec lesquelles on a mis en place ce système permanent qui maintenant fonctionne chaque semaine. Et il fonctionne 2 jours par semaine. On a donc employé quelqu'un, on a créé un emploi, acheté... il faut investir, il faut des camions pour transporter ça. Parce que nous, notre premier objectif, c'est la sécurité alimentaire et la traçabilité. C'est-à-dire que ce qui nous est donné, on peut vous dire exactement où il est, à quel endroit, à quel moment, et s'il faut le retirer, qu'on puisse le retirer. C'est pas juste, on nous le donne et puis après on se débrouille sur... Voilà. L'autre truc, c'est de le donner à ceux qui en ont le plus besoin. Bien sûr, oui. Donc, et vous disiez qu'il y a des gens qui veulent s'engager, ça vous voyez qu'il y a un répondant quand vous proposez des actions de ce type, ah ouais, on y va, on va le faire. C'est considérable. Moi, je ne suis pas je suis pas de la génération Facebook, au sens où je ne suis pas né avec Internet.
Comme je suis pas né avec le téléphone portable, mon fils parfois a du mal à le comprendre qu'un téléphone ça ait pu avoir un fil à un moment donné. Mais j'ai découvert avec les réseaux sociaux le formidable vecteur de mobilisation que ça peut être, pas pour nous, pour la structure, mais pour faire connaître des actions et faire en sorte que des gens trouvent en quelque sorte une action citoyenne dans laquelle ils puissent investir. On a eu ça et on recrute, et il y a plein de bénévoles en ce moment qui nous contactent et qui participent aux actions qu'on mène. Ça a un intérêt aussi pour la structure, c'est que c'est à coût zéro. C'est-à-dire qu'on ne les paye pas. Et c'est des gens qui sont assez militants, qui sont disponibles. Le but, c'est pas de limiter les coûts à tout prix, mais comme on n'est pas une entreprise lucrative, il faut aussi qu'on propose un service qui coûte peu à la collectivité et aux professionnels qui y contribuent, parce qu'il faut qu'il soit suffisamment peu cher pour qu'il soit intéressant pour les professionnels et pour la collectivité. Sinon, ils ne vont pas passer par ce service-là. Guillaume Baves, vous sentez aussi cette montée du volontarisme dans l'engagement ou pas ? Je ne suis pas du tout sociologue et je ne me permettrai pas trop de... Non, mais c'est un sentiment, c'est ce que vous voyez autour de vous. Ce que je remarque, effectivement, c'est qu'on a une société qui est de plus en plus individualiste au quotidien et en même temps, on a besoin de sens. Moi, c'est tous les jours où je reçois des CV de gens qui ont des diplômes jusqu'au bout de je sais pas quoi, la nuit, qui ont des très gros postes dans des grandes entreprises et qui disent j'en peux plus et j'ai envie d'avoir du sens à ce que je fais. Alors ça, c'est pour chercher une activité professionnelle. Ils espèrent que je les recrute. Mais je vois, par exemple, suite à l'article du Monde hier ou du Parisien ou de France 3, le nombre d'emails que j'ai reçus de gens qui soit disent bravo, continuez, ou surtout et qui disent mais comment je peux participer. Donc je crois qu'on a besoin, et c'est peut-être aussi ça qui ramène aux zèbres, on a besoin d'une société aujourd'hui de retrouver du sens, de retrouver de la cohésion, de retrouver une dimension de notre nation, parce qu'on ne l'a plus, et peut-être que les actions comme celle que mène le Chien Manquant, qui est assez exemplaire, ça permet de redonner justement ce sentiment d'appartenance et de s'inscrire dans un projet collectif. Alors, pour conclure, juste quelques idées pour tenter d'améliorer cette relation entre lutte contre le gaspillage et solidarité. Qu'est-ce qui vous vient comme ça à l'esprit ? Alors, nous, on a aussi pris le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a mené une action qui est assez exemplaire, qui s'appelle Unitaire. Unitaire, c'est un principe mathématique. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez sur les bancs de l'école, c'est moins par moins, ça fait plus. Ce qui est toujours un peu compliqué à intégrer. Ce qui nous a frappé, c'est que beaucoup de petits producteurs et beaucoup de maraîchers et beaucoup de MSA nous sollicitaient en disant on est dans une grande pauvreté en rural, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que vous pouvez créer des épiceries ? Et là, on s'est dit on marche sur la tête. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont censés nous nourrir, ça fait partie des beaux métiers comme institut ou comme médecin, et ils n'arrivent plus à vivre. Donc on est parti sur un territoire, on a commencé en Poitou-Charentes, maintenant on développe, on a fait en Aquitaine, Midi-Pyrénées, Bretagne, Pays-de-Loire, Martinique. Sur un territoire, on a matché les besoins des épiceries solidaires en produits. Combien vous avez besoin de carottes, de pommes de terre et de poulet pour nourrir les gens. Une fois qu'on a fait ça, grâce à un partenariat assez exceptionnel, c'est là où je suis fier d'être marieur, il y a la FNSEA, il y a la Confédération Paysanne, il y a la MSA, il y a la Chambre d'agriculture, tous autour de la table, on repère des gens qui vont mal, des petits producteurs, qui ont des charges, il y a moins de 5 hectares, ou dans le mur économique parce qu'ils ne payent plus leurs charges. Et on leur a demandé à se grouper pour pouvoir produire les légumes ou les œufs ou les poulets dont on avait besoin pour nourrir les gens. Et là, quelque chose assez original qu'on a fait, c'est qu'on a défini en amont le juste prix. À combien vous devez être payé pour être rémunéré correctement de votre travail. Une fois qu'on a fait ça, on leur a signé un carnet de commandes pendant 2 ans. Donc on leur a dit, voilà, vous allez produire des carottes, faire des œufs, faire de la tisane pendant 2 ans à un juste prix qui sera le même toute l'année. Et nous, les épiceries, évidemment, on va bénéficier de ça. Comment c'est financé ? 70% du juste prix est financé par la puissance publique. État, région, département, MSA, Chambre d'agriculture, enfin plein de partenaires. Et puis 30%, c'est les épiceries. Ce qui est très drôle à constater, c'est suivant les territoires, c'est soit des politiques publiques sur l'agriculture, sur le soutien à l'entreprise qui financent. Et on leur dit, ipso facto, votre argent, il sert 2 fois, il sert économiquement, mais il sert à nourrir des pauvres. Dans d'autres départements, d'autres régions, c'est des silos de l'action sociale qui financent. Et on leur dit, votre argent, il sert 2 fois. Il sert à nourrir des pauvres, c'est votre justification, mais en même temps, il a un soutien à l'agriculture et du territoire. Une fois qu'on a fait ça, au bout de 2 ans, on travaille à la sortie de ces agriculteurs. Et donc, on les emmène vers la grande distribution. Alors évidemment, ça peut paraître fou. C'est un choc des cultures. En même temps, c'est passionnant parce que dans un moment où la RSE est absolument au cœur de toute la réflexion des entreprises, la RSE, ça se paye bien.
ça se paye bien. Et pour qu'une enseigne puisse répondre à la demande de Julien, de Dorothée ou de je ne sais pas qui sur cette salle et qui a besoin de manger des produits locaux, ils ne savent pas faire. Ils ont tout tellement massifié qu'ils sont incapables de repérer que dans leurs 20 km autour de la ronde du magasin, il y a des petits producteurs qui font le même produit de qualité, des choses comme ça. Et donc du coup, c'est tellement des niches que ça ne les met pas en danger économiquement, donc ils n'ont pas peur. Mais en même temps, ça leur permet d'afficher cet RSE. Et là, ils le payent très très bien. Voilà. Donc ça, c'est un vrai mouvement, parce que aussi, ça lutte contre le gaspillage, c'est-à-dire qu'on produit ce dont on a besoin. Voilà. Donc vous voyez que tous ces mécanismes circulaires, pour revenir à la notion de Geneviève, chère à Geneviève, où on redonne du sens, où on redonne du local, où la solidarité soutient l'emploi, l'emploi soutient la solidarité, voilà. Tout ça fait que là aussi on lutte contre le gaspillage, on redonne de l'espérance, on redonne, voilà. Et on était cet été à Yokohama au Japon, ça a été choisi comme un des 4 plus beaux projets de la planète en résilience agricole. On voit que les agriculteurs reprennent de l'espoir, ils se réembauchent, ils repayent la MSA, et ça c'est quand même aussi intéressant. Et puis, et là on est à Quito en ce moment en Équateur pour le présenter. Voilà. Et c'est un projet qui est en train de se développer partout, ça a été cité plusieurs fois au Parlement européen. Et je crois que c'est ces idées-là qui demandent beaucoup d'énergie, parce qu'il faut convaincre des gens qui ne sont pas paramétrés pour travailler ensemble au départ. Mais c'est ça qui est le challenge intéressant, c'est que partout finalement, au-delà des chapelles et des clivages dans lesquels on est, derrière tout ça c'est des hommes, alors des hommes et des femmes évidemment, des hommes avec un gros H, et que tous ces gens-là, quand on leur parle du cœur, quand on leur parle de sens, ils sont tous réactifs. Alors, dernier point. Vous citiez Guillaume Garot tout à l'heure, Julien Mémon, qui s'est donc vu confier la mission suivante, essayer de lever les freins qui retardent ou qui entravent un peu la lutte contre le gaspillage. Qu'est-ce que vous auriez à proposer dans ce cadre-là? 2-3 idées qui vous viennent comme ça. Il y a des simplifications administratives à opérer dans les modalités de dons. Il y a aussi des dons qu'il faut pouvoir encadrer efficacement pour être sûr que ça sert à un objectif social et pas un objectif lucratif. Je pense que c'est extrêmement important. Il y a une réglementation. Nous, on a travaillé avec les services du ministère de l'Agroalimentaire, donc d'une certaine manière, c'est déjà fait. Et Guillaume Garot est en train d'y travailler pour encore améliorer le dispositif. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des notes, des décrets. Je ne veux pas rentrer dans le. Mais il y a encore des marges de progrès. C'est qu'il faut faciliter la possibilité qu'ont les gens. Il y a eu plein d'exemples aujourd'hui. Je ne parle pas du chaînon manquant uniquement. Je parle de tous les exemples qui ont été évoqués aujourd'hui. Quand il y a de belles initiatives, quand il y a des bons zèbres, il faut qu'ils puissent le faire sans frein. Et qu'ils puissent le faire sans frein, c'est notamment sans frein réglementaire. Qu'il n'y ait pas de frein politique, ça je crois qu'il n'y a pas de frein politique. Ce que disait Guillaume, c'est aussi une cause qui transcende les clivages. Ça ne veut pas dire que c'est facile de travailler avec les pouvoirs publics. Ça ne veut pas dire que les collectivités sont toutes réactives, toutes rapides dans l'aide qu'elles peuvent apporter aux structures qui mènent à bien ce dispositif. Donc voilà, il y a quelques petites choses à faire. Nous, il y a juste un constat important, c'est qu'on vit dans un monde et dans un pays où il y a un taux de chômage qui est important, où il y a une paupérisation des gens. J'insiste là-dessus parce que je ne veux pas faire pisse-froid par rapport au plaisir, au désir qui a été évoqué tout à l'heure, mais on vit aussi et à la jouissance, on vit aussi dans un monde où les inégalités sont de plus en plus fortes, où les écarts sont de plus en plus importants, et où des gens... on est allé au Resto du Cœur à Aurore, dans les petites associations. Les gens qui vont chercher à manger là, ce n'est pas que des gens qui ont passé la nuit dehors. C'est aussi des gens qui ont un appartement, mais qui n'ont pas les moyens de faire un repas comme ils le voudraient dans certaines associations. Il y a cette équation à résoudre entre les surplus alimentaires, entre cette surproduction qui est disponible, des produits qui sont bons à consommer et des gens qui en ont besoin. Nous, on a mis en place un système qui fonctionne à Paris, qui fonctionne quelques jours par semaine à Paris, avec l'aide des pouvoirs publics, avec l'investissement de traiteurs, restaurateurs, de l'agroalimentaire, de la grande distribution. On a besoin de se développer parce que moi, je souhaite qu'on le fasse tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos camions. Ils les attendent, ils nous les demandent. Et on parle de Paris, parce qu'on a développé le système à Paris, à partir de gens qui voulaient donner du sens. Valérie de Margerie, elle est ingénieure centralienne, et puis entre deux postes, elle a dit tiens, moi je veux donner un peu du sens à ma vie, et elle s'est intéressée au chaînon manquant. Patricia Oudékou, elle a travaillé comme consultante au FMI, à la Banque mondiale, elle a travaillé sur la faim dans le monde, elle s'est dit mais qu'est-ce que je peux faire ici, moi je vis à Paris, qu'est-ce que je peux faire ici? Je suis à Paris ou en France pendant quelques années, qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça que le chaînon manquant est mais le chaînon manquant, c'est pas un think tank, c'est un do tank. Voilà. Nous, on a fait et on compte faire encore un peu plus. Alors, un mot de conclusion, Guillaume, rapidement, parce qu'on est en retard. 2-3 choses rapidement. D'abord, il ne faut pas confondre. On ne va pas résoudre le problème de la faim en le mettant
en face du problème du gaspillage alimentaire. C'est deux sujets totalement différents. Sauf qu'à un moment, effectivement, il y a le poids des mots et le choc des photos, il y a le poids des volumes qu'on jette, il y a effectivement une société qui va très mal et on se dit, soyons intelligents, parfois on peut connecter. Donc effectivement, tout ce qu'on peut connecter, faisons-le, mais il ne faut pas croire que l'un va régler le problème de l'autre, sinon on va repartir dans un problème de schizophrène, on va mal nourrir les gens. C'est-à-dire que depuis 20 ans ou 25 ans, on fait de l'aide alimentaire en France, mais on l'a fait très très mal. On crée nous-mêmes notre propre fosse. On leur donne n'importe quoi à bouffer. Donc ça, il faut bien réfléchir à ça. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre non-profit et activité économique. C'est-à-dire que, autant moi j'ai beaucoup de respect pour un mouvement comme le Champ Manquant qui travaille sur du bénévolat, il ne faut pas croire qu'une association a le droit d'avoir des salariés, a le droit de professionnaliser, a le droit de gagner de l'argent. Ce qu'elle a le droit de ne pas faire, c'est de ne pas rétribuer des actionnaires. C'est la seule limite. Mais si moi je gagne de l'argent chaque année, alors moi, une association gagne chaque année de l'argent et un bénéfice, ça veut dire qu'elle est encore plus forte pour supporter demain la hausse du pétrole, la hausse de l'essence, des péages ou je sais pas quoi. Donc c'est pas, il faut faire attention de faire ça. Et puis troisièmement, faire attention à un discours qui serait de dire les zèbres, on demande la déréglementation. Non, on ne demande pas de déréglementation, on ne demande pas qu'on puisse faire ce qu'on veut. Il y a des règles du marché. Aujourd'hui, puisque je vais parler de moi, enfin de ce que je fais, de ma soupe, et je vends ma soupe, c'est le cas de le dire, ma soupe à Monoprix, elle est exactement dans les règles du marché. C'est-à-dire que je suis une entreprise économique qui certes appartient à une association, donc fait remonter le bénéfice, donc c'est vertueux, mais c'est une entreprise économique qui joue avec les mêmes règles du jeu que le monde marchand. Sinon, c'est pas juste. Voilà, j'achète mes légumes sur le marché, j'achète mes légumes auprès d'agriculteurs, et je ne fais pas mes soupes avec mes produits que j'ai récupérés, qu'on vous a donnés. Sinon, je ne joue pas la règle du jeu commune. Et ça, il faut être très vigilant à ça, parce que c'est ça qui peut induire parfois un message dans la société de il y aurait deux vitesses et il y aurait deux. On ne jouerait pas la même cour. Non, on joue la même cour. Et il faut demander à respecter la même cour. Comme pour les pauvres, on doit avoir la même exigence de qualité, de DLC, de DLUO, des choses comme ça. Alors, merci. Justement, en parlant de soupe et d'autres réjouissances, deux petites informations pratiques. Nous aurons, après ce colloque, un cocktail entièrement bio, d'ailleurs, avec notamment des jus de fruits frais. Ce sera de l'autre côté, on vous indiquera. On vous distribuera aussi le livre, donc le gaspillage alimentaire, le temps des solutions. Et puis enfin, qu'est-ce que je voulais dire encore ? On vous donnera un petit cadeau, voilà, qui sera directement, vous allez le voir, issu de la lutte justement contre le gaspillage alimentaire. Ça nous vient de Bordeaux et c'est un petit pot grand comme ça. Je vous le laisserai le déguster. Merci à tous. Je vais rappeler François Gin pour la conclusion.